Bon. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc je me présente, je m'appelle Franck Arnewein et je suis avec Jérôme aujourd'hui. On vient vous parler de CQRS, Event Sourcing, Redux et quelques autres choses. Donc moi je suis directeur technique chez Tweetping. Tweetping, c'est une petite solution qui permet d'afficher en temps réel les données de Twitter. On en reparlera un peu après. Et Jérôme a travaillé avec moi avant. Aujourd'hui, il travaille chez Sagi, il m'a lâché le salaud. Enfin, je te laisse te présenter. Ouais, du coup, voilà, on travaillait ensemble jusqu'à il y a quelques mois, et puis bon, ben, c'est phénomène de start-up. Hein. Moi, je vais rejoindre une autre start-up récemment qui s'appelle Sagi, c'est des Normands, qui vend une plateforme de big data, pour faire du big data prêt à l'emploi, et qui a d'ailleurs gagné la dernière Sticker War à Devox, dans des places à Clever Cloud. Du coup, on va vous présenter un petit truc autour de Redux. Donc ça tombe bien qu'on voulait remercier d'ailleurs les organisateurs de la NoJug qui nous ont invités, parce qu'on est exactement dans la cible, c'est-à-dire qu'on va pas du tout parler de Java ni de JVM, donc c'est parfait. Ouais, vas-y, alors pour moi. Donc voilà, le titre c'est comment Redux a fini sur mon serveur. C'est pas à cause d'un stagiaire, on a vraiment essayé de faire ça. Et on va essayer de vous expliquer pourquoi en fait on a trouvé ça intéressant. Alors le contexte en fait c'est vraiment notre petite histoire en fait. Hein. Il y a de ça, c'est début 2015, ouais c'est ça. On travaillait donc sur Tweetping et puis on avait le back-office en fait à refaire parce qu'il avait été codé en un mois à l'arrache, super vite fait. Et puis le projet commençait à grossir, on commençait à avoir des clients, etc. Et il fallait refondre ce back-office en fait. Et bon, il fallait faire quelque chose d'un peu mieux, d'un peu plus sérieux. Et pour tout ça pour dire qu'en fait on était sur un projet assez standard, qui n'avait pas des problématiques très bizarres, mais qui avait quand même les problématiques courantes qu'on a à peu près sur tous les projets. Quoi. Ce que je veux dire, c'est que on s'est pas amusé à mettre Redux sur notre serveur pour faire une to-do list. On travaille vraiment sur quelque chose de concret. Donc voilà, avec les features qu'on peut retrouver, login, logout, on ajoute des choses, des choux, on retire des trucs. C'était pas vraiment des choux, des carottes, mais voilà. Et puis on fait des stats, voilà. Donc on va dire les problématiques vraiment basiques. Ah, vous allez voir, on va faire un peu tout feu ensemble. Voilà, et donc à l'occasion de ça, j'ai regardé Jérôme et je lui ai dit bon bah comment on fait, comment on fait un site web, comment on fait pour refaire notre back-office. Et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu jeté sur la table, on va dire, tout ce qu'on avait envie d'utiliser. On va dire que moi j'étais plus orienté front, par background en fait, et Jérôme est plus un développeur back. Par contre, on travaille tous les deux en JavaScript, parce que lui il fait du Node et moi je fais dans un browser. Pour l'instant, on fait encore du JavaScript. Et donc voilà, on a un peu jeté tout ça sur la table. Alors, donc DDD, Domain Driven Design. Ouais, voilà, on va vous présenter un petit peu tout ça. Juste quand même par curiosité, DDD qui utilise. Alors qui connaît, voilà. Ok, qui utilise, qui a déjà mis en œuvre. Ok. Donc du coup, bon, CQRS, Event Sourcing, qui connaît, pareil, CQRS. Ok. Event Sourcing. Ok, bon, on va devoir, ça va faire du bien de réexpliquer alors. Bon, React.js, j'imagine que ça, vous connaissez un peu plus. Qui utilise par contre, peut-être, qui est peut-être un peu plus. Ok. Et Redux. Aucun utilisateur. Bon, ouais. Eh ben, on va essayer de vous convaincre. Après, vous allez mettre Redux partout. Hein. Ouais. Donc même dans Couchbase, hein, c'est possible. Puis sinon, après, on avait pensé essayer de faire avec Dreamweaver, mais on a vite arrêté. Je ne sais pas. J'en sais rien. J'ai des stickers si vous voulez Dreamweaver. Bon, alors, on va démarrer donc sur le Domain Driven Design. On va commencer sur la partie back, essayer de vous expliquer un peu tous les concepts qu'on a mis en place. Alors, juste une petite précision, donc, comme disait Franck, nous on a collé le back en Node.js, hein, parce que c'est la techno avec laquelle on était le plus à l'aise.
même si on n'a pas fait que ça tous les deux, c'est quand même celle qui nous plaisait le plus. Et puis aussi par rapport à un projet qui gère des flux de tweets, etc., Node.js, ça semblait cohérent. Là, pour faire notre application là, de pot-au-feu, on a essayé de se poser la question comment l'amener, comment essayer de la concevoir, de quoi on a besoin dedans, de quoi on parle en fait. Bon. Et en fait, l'approche du Domain Driven Design, c'est une approche de conception qui va nous permettre de nous concentrer d'abord sur les comportements de notre système. On a un problème à résoudre, on a un domaine qui est décrit, qui est connu par les experts du domaine, et l'objectif du Domain Driven Design, c'est d'essayer d'amener les experts du domaine et l'équipe de réalisation à collaborer le plus efficacement possible. Et pour collaborer le plus efficacement possible, la première chose, c'est déjà d'essayer de définir ce qu'on appelle le Ubiquitous Language en anglais, le langage omniscient, bon, c'est une traduction acceptée en français, qui est un langage en fait partagé, qui décrit le domaine, qui décrit les concepts à l'intérieur du domaine, et qui du coup fait consensus. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, dans une appli, je vois des fois marquer une request et des fois une query. Je fais, mais c'est quoi la différence? Ça, généralement, vous avez ça dans vos applis, c'est-à-dire que vous avez deux mots pour décrire le même concept. Donc, dans DDD, on va essayer déjà de faire le clair sur ces concepts-là. Est-ce qu'on parle de request, est-ce qu'on parle de query, de l'un ou de l'autre, ou des deux? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'idée, c'est que quand on fait émerger ce langage omniscient, on va clarifier l'ensemble de ces concepts. Comme je vous disais, on fait un focus donc, sur les comportements, c'est-à-dire qu'après ce domaine, on va le représenter par un modèle, et le modèle va supporter l'ensemble des comportements du système, c'est votre logique métier. Donc. Et plutôt que d'être sur des architectures qu'on a avec des vieilles architectures, enfin des architectures en couches, mais des couches stackées les unes au-dessus des autres sur une base de données. Ouais, on est la caution troll aussi. Hein. De la conf. Du coup, le problème de ces archives centrées données, c'est qu'assez vite, on se rend compte d'expérience, hein, ça fait 12 ans que je travaille, des tas d'applis, que les comportements métiers leakent un petit peu partout dans l'appli. Vous avez des comportements dans les trous surstockés de la base, un petit peu dans la présentation, un petit peu dans le business et enfin en super. Donc il y a un manque fort de cohésion. Et justement, en DDD, on va avoir une approche bien différente, on va essayer d'avoir une forte cohésion justement sur notre logique métier, en mettant notre domaine au centre, et c'est pour ça que généralement ce genre d'approche se marie bien avec des architectures plutôt concentriques, donc toujours avec des couches, mais concentriques, à la hexagonale, à la oignon, à la clean architecture, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et qui vont en fait toutes s'appuyer au final sur le domaine. Et le domaine, lui, ne dépend de rien, il est pur. Ok. Et la dernière petite chose, ça va avoir une importance pour le reste du talk, c'est qu'il y a un focus en domaine driven design qui est porté sur les événements, ce qu'on appelle les événements du domaine. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Alors le bac. Donc là, on va rentrer dans une partie un petit peu plus technique, où déjà on a décidé d'utiliser un pattern d'architecture qui s'appelle CQRS. Donc CQRS, la définition, c'est Command Query Responsibility Segregation. Donc on parle de commande et de query. C'est quoi une commande, c'est quoi une query? Une commande, c'est une opération qui va muter l'état, et une query, c'est une opération par opposition qui ne va pas muter l'état. On va rester là pour la définition. Et CQRS, c'est un principe extrêmement simple. Souvent, on vous en parle, il y a des bouquins, on pourrait écrire en entier sur CQRS, mais CQRS, ça tient en 2-3 lignes. Le principe. Le principe de CQRS, hein, c'est ce que vous avez au tableau, c'est-à-dire qu'avant, on avait par exemple une architecture, si je reparle d'une architecture comme ça, stackée, le principe de CQRS, c'est juste de dire là où avant j'avais une classe de service, où j'avais les commandes et les queries, ben maintenant j'en ai deux. D'accord? Je sépare mes services de query de mes services de commande. C'est tout. C'est seulement ça. Si j'avais une classe avec des get customer, etc., vous voyez là, j'ai des void, c'est mes commandes, et puis des choses qui retombent des customers au customer set, ça c'est mes queries. Ben maintenant, en fait, j'ai deux classes. C'est tout. Ok? Donc ça, ce principe-là, extrêmement simple. Ce qui est intéressant derrière ce principe, c'est ce qu'on va en tirer. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, sur cet exemple-là,
que, effectivement, j'ai gardé customer, la classe customer à gauche, là, en sortie query, et c'est la même qui est utilisée en haut dans les commandes. Et maintenant que j'ai séparé, je pourrais me dire, mais attends, pour les queries, l'objet customer, il me fait chier, hein, en fait. Parce qu'il est compliqué, il y a de l'arborescence, il faut que j'aille dans... Moi, j'ai besoin d'un objet à plat, généralement, dans les queries. Quand je veux afficher un tableau, j'ai pas besoin d'avoir un objet, une propriété type, qui est de classe type, avec son ID et son libellé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son libellé, parce que c'est ça que je veux afficher. Ok. Bon. Là, en fait, juste en appliquant ce principe de séparation des classes, je vais pouvoir éventuellement aussi séparer les modèles. Et l'intérêt de ça, c'est qu'en plus, les modèles répondent à les modèles de commande et les modèles de query répondent à des problématiques différentes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas, mais souvent dans ces architectures un petit peu stackées, on a des modèles qui sont la plupart du temps anémiques et qui sont adaptés à la fois pour les commandes et les queries. C'est-à-dire qu'on veut tout résumer en un seul modèle. C'est une erreur fondamentale qu'on fait depuis des années. Et quand on a réussi un jour à séparer les commandes des queries, à séparer le modèle des commandes, le modèle des queries, on simplifie la vie, dans un certain sens, hein, parce qu'après il y a d'autres problèmes. D'accord? On simplifie. On n'a plus des données, je sais pas, moi j'ai vu des modèles avec carrément le numéro de page dans le modèle. Parce qu'on en avait besoin pour afficher dans un tableau, le numéro de page et le nombre de pages. Je me dis, attends, on peut faire. Ok. Et en plus, les modèles répondent à des problématiques différentes. Là, voilà, comme je disais, dans les modèles de commande, on a besoin de normalisation. Dans les modèles de query, on a besoin de dénormaliser, de mettre à plat, d'avoir des choses simples qu'on puisse, on prend, on affiche, on a terminé. On a juste besoin d'un index pour récupérer rapidement, on prend, on bind et on affiche. Ok. Et c'est un pattern qui est extrêmement intéressant pour scaler. Pourquoi? Parce qu'après avoir séparé les modèles, on peut aussi séparer les sources de données. Et ça va nous intéresser dans le cas d'event sourcing, parce qu'on va séparer les sources de données. Ok? Je ne vais pas plus loin. Event sourcing. Donc, on a vu qu'il y avait assez peu qui connaissaient le principe. Vous connaissez tous le principe d'une base de données classique, SQL, même voire des bases documents. Ce sont des bases qui stockent des états. Je vais vous donner un exemple. J'ai ma base de données de mon pot-au-feu, là, avec mes choux et mes carottes, et je décide d'avoir une commande. Donc j'ai par exemple le pot-au-feu 42 qui est en préparation, et j'ai une commande qui est ajouter une carotte au pot-au-feu. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais muter l'état, et je vais ajouter une carotte au pot-au-feu. Maintenant je décide d'ajouter 2 choux, j'ajoute 2 choux. Je veux rajouter une autre carotte, je rajoute une autre carotte. Je me suis trompé dans ma recette, je veux retirer une carotte. Là, je retire une carotte et j'ai décrémenté le nombre de carottes. D'accord? Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Là, vous avez une photo de votre état à un instant T. Et vous avez perdu 2 informations. Vous avez perdu l'information comme quoi avant vous aviez ajouté une carotte et qu'en plus vous en avez retiré une. Vous avez perdu ces 2 informations. En event sourcing, le principe c'est une base immutable dans laquelle on va faire qu'ajouter des éléments en append only. Et ces éléments qu'on va ajouter, ce ne sont pas des pot-au-feu, ce sont des événements, tout simplement. Et à quoi ressemble un événement? Ça ressemble à ça. Là, par exemple, j'ai mon pot-au-feu, le 42, et j'ai décidé de lancer la préparation de mon pot-au-feu. Donc il y a eu un événement qui s'appelle préparation lancée. Donc mon événement, il a un nom d'événement, un type. Il a éventuellement des données qui lui sont rattachées, et un numéro de version qui va me permettre de savoir à quelle version j'en suis de mon pot-au-feu. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, je suis dans une base immutable. Donc là maintenant, si j'ai la commande de tout à l'heure, ajouter une carotte, je viens, en append only, ajouter un nouvel événement, carotte ajoutée. Et en l'occurrence, j'en ai ajouté une. Ok? Ça a incrémenté au passage ma version. Je continue, j'ajoute mes 2 choux. Vous voyez là, j'ai utilisé les datas pour dire que j'en avais ajouté 2. J'ai pas un événement qui dit 2 choux ajoutés. J'ai un événement classique, et après j'ai des datas qui viennent juste habiller cet événement. Je rajoute une carotte, pas de problème. Et maintenant je vais retirer une carotte. Regardez maintenant à quoi ressemble ma base. Donc ma base maintenant, c'est un ensemble de 5 événements qui décrit mon pot-au-feu. Alors vous allez me dire, ouais mais t'es gentil, comment je fais pour retrouver l'état de mon pot-au-feu? Ben, c'est simple, je prends les événements un à un, et puis je reconstitue mon état. Je vais dire, oh, putain mais c'est long, et quand t'as, je sais pas moi, 40 000 événements, ben, on fait ce qu'on appelle des snapshots. On a des moyens pour ça.
D'accord? C'est-à-dire qu'on calcule un état intermédiaire, on le stocke. Ensuite, on prend quand on veut recalculer, on prend cet état, on prend tous les événements depuis que cet état a été calculé, et on reconstitue le nouvel état. Donc on a des moyens de rendre ça très rapide. Ok? Donc ça, c'est le principe d'event sourcing. Si je dois le résumer, en fait, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que je prends un historique d'événements, j'ai une commande, et avec cet historique d'événements et cette commande, je vais prendre une décision. Cette décision, c'est une décision business, une décision métier. Tout à l'heure, je vous ai parlé de DDD avec ces concepts dans lesquels on va agréger notre logique métier. Bon, bah, en fait, là, vous avez ce qu'on appelle un agrégat en DDD. Et à la sortie de cette structure de décision, je vais avoir des événements en sortie. Alors, souvent, j'en ai qu'un, mais je peux en avoir plusieurs, pour X raisons. Alors, oui, petit laïus, je vous ai dit tout à l'heure qu'on codait en Node.js. On a plusieurs façons de coder en JS. On peut coder avec un style plutôt prototypal qui est proche de l'objet, voire maintenant carrément avec des classes. Le truc le plus inutile en JS. Et maintenant, nous, on a plutôt décidé d'avoir une approche plutôt fonctionnelle. Donc l'avantage, c'est que ça, c'est une fonction pure. Elle est écrite là-dessous. Je prends un historique d'événements, je prends une commande, ça me sort des événements en sortie. C'est une fonction pure. Je peux la découper, cette fonction pure. Parce qu'en fait, j'ai deux étapes là-dedans. À partir de mon historique d'événements, je vais recalculer un nouvel état. D'accord? Alors, je vous passe le laïus avec le snapshot de tout à l'heure, hein, c'est le même principe. Et la deuxième étape, c'est je prends ma décision à partir de l'état que j'ai calculé un peu plus haut et de ma commande. Et ça me donne donc du coup les événements en sortie. Donc là, vous voyez, décrit encore sous la forme de deux autres fonctions, la fonction que j'avais juste avant. Ok? Un petit schéma qui résume assez simplement, moi je l'ai appelé reload, lui il l'a appelé apply. Alors j'ai mis des liens d'ailleurs, vous verrez dans les slides, ça c'est le blog de Jérémy Chassin, qui est évidemment qui est un français, mais qui parle très très bien d'event sourcing, et en plus en fonctionnel. Alors lui il fait du F#, peu importe, mais en l'occurrence, il explique extrêmement bien ce qu'est DDD et event sourcing. Alors, maintenant je vous ai parlé de CQRS, je vous ai parlé d'event sourcing, comment ça se passe quand on met les deux ensemble, voire avec un peu de DDD. Je reviens tout à l'heure à ce que je disais, c'est-à-dire j'ai ma base d'événements, et quand j'ai une commande qui arrive, là j'ai mon domaine qui prend la main. Donc généralement un agrégat à l'intérieur du domaine. Ce domaine en fait va prendre la commande, va prendre les événements, va recalculer l'état, il va sortir des événements, comme je vous l'ai expliqué juste avant. D'accord? Ça c'est ce que fait mon domaine. Ces événements, d'un côté là, ils vont être sauvés dans la base event sourcée, et de l'autre, à un moment donné, le problème c'est que cette base en event, si à chaque fois que j'ai la moindre affichage, je veux recalculer tout à partir des événements, là ça va être compliqué. Là je vais avoir des problèmes, parce que les projections que je veux avoir, elles peuvent être de toutes formes. Donc généralement, quand je fais l'event sourcing, là je vais séparer mes sources de données, et je vais avoir des vues qui elles sont des vues à plat avec n'importe quel type de base que vous voulez. Nous on a ça qui est alimenté une base Elasticsearch et une base, et en l'occurrence une base clé-valeur avec du Redis. Et donc pour ça, après ces événements, ils vont traverser ce qu'on appelle des projections qui vont, à partir de l'événement, recalculer les nouvelles vues, mettre à jour les vues. D'accord? Ok? Ça va ce schéma? Juste un petit laïus, parce que ça va être important pour la suite, c'est que ce qu'on fait en projection, c'est un petit peu aussi la même chose qu'on va faire quand on va recalculer l'état. Il y a une fonction là, qui est une fonction de réduction, ce qu'on appelle. Cette fonction de réduction, en fait, elle prend un état 1, elle prend les événements, un événement, et elle applique cet événement sur l'état 1. Elle donne un état 2, tout simplement. D'accord? Ça, c'est une fonction de réduction. Et c'est ça, en fait, c'est des fonctions pures aussi qui sont codées aussi au niveau des projections. Ok? Alors, j'ai quasiment fini. Ça, c'est quelque chose qui résume assez bien ce qu'est event sourcing à travers des fonctions pures. Moi, je sais que j'ai pris ce blog là, qui est écrit en bas, là, par Mathias Verres, qui est un excellent mec qui parle de DDD et d'event sourcing et de CQRS, un belge qui est excellent. Lisez son blog, c'est vraiment intéressant. Et du coup, voilà, il a ça qui explique un petit peu ce que je viens de vous expliquer en mieux. Comment ? Non, on fait le résumé. Bon, on a déjà expliqué un petit peu.
Là, simplement, si on vous refait le résumé du bac, simplement, là, vous retrouvez notre domaine. On voit juste 2-3 petits patterns qui reviennent en plus avec des repositories qui sont là pour justement faire le lien avec notre base d'event sourcing. On a un event bus, parce que tout est posté dans le bus, et après, les dénormaliseurs, ce sont ces objets qui vont transformer les événements, qui vont écrire les vues. D'accord ? Donc on voit ce flow qui se dessine, et qui, derrière, après, du côté get, avec des services de query très très simples, qui vont venir interroger notre base, ils vont venir interroger nos vues, pour ensuite alimenter notre front. Okay, voilà, de manière très schématique, à quoi ressemble notre bac. Une fois qu'on a mis tous ces éléments-là à la suite les uns des autres. Juste, peut-être, je me dis, si vous avez 2-3 questions avant qu'on passe au front, est-ce qu'il y a des trucs que vous n'auriez pas compris, que vous voulez qu'on explique un peu mieux? Ouais, vas-y. C'est pas plus dur à coder tout ça? Et si oui, c'est quoi les use cases où ça vaut le coup d'ajouter ce qui semble être éventuellement une complexité? Alors, effectivement, ça ne vient pas, c'est pas gratos. C'est pas gratos pourquoi? Parce que déjà, en fait, par exemple, nous en Node, quand on a cherché une base d'event sourcing, parce que l'event sourcing c'est le cas, c'est pas simple. On a galéré, on s'est planté en fait sur une base qu'on pensait utilisable sous Node, mais en fait le driver n'était pas supporté. Bon, bref, c'était un peu la galère. Et finalement, on est reparti sur une solution basée sur Redis avec un framework qui nous faisait ça, qui nous faisait la gestion d'événements et qui nous gérait en fait tous les événements dans Redis. Donc ça déjà c'est pas simple, mais après l'avantage de ça, plutôt que d'avoir une base par état, une base à état, c'est que nous dans notre cas, on était dans le cas d'une startup, et on se dit de quoi on va avoir besoin. On n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'exploiter des données, comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure là, on avait perdu des données, comme quoi on avait ajouté une carotte et retiré une carotte. Là, pour nous ça c'était une donnée importante, parce que ça nous permet, enfin l'idée c'était de pouvoir extraire des statistiques qui nous permettent de comprendre en fait comment le système était utilisé. Et ça, finalement, il y a presque avec event sourcing qu'on pouvait le faire. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qui est intéressant dans ce truc, c'est que tu vas pouvoir, quand tu établis une base de données SQL ou quelle qu'elle soit, en fait, on va dire que tu es obligé d'anticiper un peu ce que tu vas traiter et ce dont tu vas parler. Tu vas dire que tu as une table pour des carottes, une table pour des choux, etc. Ce que tu vas afficher dans ton application et ce que tu vas manipuler, c'est forcément représenté dans tes tables. À partir du moment où tu enregistres des événements, alors c'est sûr que les événements, il faut les avoir définis via ton domaine, il faut dire un peu, pareil, il faut décider ce qui est possible et ce qui n'est pas possible dans ton application. Par contre, ce que tu vas consulter et ce que tu vas pouvoir regarder de tous ces événements, tu n'es pas obligé de l'anticiper en fait. Tu vas pouvoir dire, ah ben tiens, du fait que j'ai ajouté une carotte, retiré une carotte, ajouté une carotte, retiré une carotte par exemple, je vais pouvoir créer une courbe d'activité de ce que j'ai mis dans ma casserole et de ce que j'ai retiré. Et ça, je peux le faire alors que mon application existe depuis 6 mois. Si j'avais eu une base normale, je n'aurais pas eu cette statistique parce qu'elle n'est pas stockée dans ma base et que je n'avais pas prévu ça et que du coup, je vais commencer à faire cette statistique au tenté. Je ne peux pas revenir dans le passé, quoi. Je ne peux pas me rappeler de ce qui a été fait sur ma base, toutes les opérations, etc. Donc, et après, en fait, il n'y a rien de vraiment compliqué, c'est juste qu'il faut changer ses habitudes, et c'est ça qui est compliqué. Mais c'est comme dans beaucoup de choses. Quoi. Ouais, après il va se poser tout un tas de questions sur comment versionner un système d'event sourcing, etc. Bon, ça c'est des vrais sujets, mais comment versionner une base à état aussi, bon, peut-être on le sait un peu plus, mais ça reste des vrais, et encore, c'est pas complètement maîtrisé. Il y avait d'autres questions, ouais. Versionner, ça veut dire enregistrer l'historique. Pardon? Versionner. Non, alors, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que, typiquement, quand tu as une base de données à état, et à un moment donné, ton schéma change. Tu ajoutes des colonnes, tu modifies le type de colonne, etc. Ouais, donc il faut que tu gères dans le temps le fait que tu as des changements de schéma. C'est ça. Donc généralement, tu vas avoir des scripts qui vont te permettre de faire un amend de ton schéma de base, qui va venir transformer les données existantes, etc. Mais ça, il faut le gérer. Tu vois, c'est pas encore en 2017, c'est des problèmes que je connais depuis 2003, et on n'y est pas encore, hein. On n'est pas encore au top là-dessus. En event sourcing, ça va être la même chose, c'est-à-dire que dans le temps, tes événements vont peut-être changer. Et pourtant, tes événements, tu les as gardés, parce que tes événements, tu les as pas supprimés. Donc comment est-ce que ça se gère, ça?
Donc ça, c'est quelque chose, c'est des vraies questions, c'est des vraies questions, quel que soit le cas, c'est juste que, vu qu'on a changé de paradigme, le type de réponse qu'on va apporter est bien différente. Alors, sur la question de versionner un système d'event sourcing, il y a un livre qui est en train d'être écrit par Greg Young, qui est un mec qui est à la base qui est à l'origine de CQRS, le principe de CQRS, qui a une boîte et il vend en fait un outil, enfin une base d'event sourcing. Et il est en train d'écrire, donc quand je dis en train, c'est parce que c'est à 70% publié sur EPUB, un bouquin qui explique comment versionner un système d'event sourcing. Donc, les vraies questions à se poser, en fait, il y a déjà des réponses. Mais il faut juste penser qu'effectivement, il y a un changement de paradigme. Pareil, je vais revenir sur la première question concernant CQRS, sur la partie CQRS. Ouais. Sur la partie CQRS. Et vous allez voir, c'est justement un sujet auquel on a été confronté, et c'est le sujet du reste de la conf. Donc CQRS ne vient pas gratos. Il y a des petits problèmes aussi. Enfin, pas des problèmes, mais des questions à se poser. Donc voilà, on va parler un peu plus de la partie front. Alors c'est pas pour sauter du coq à l'âne, vous allez voir qu'après on va assembler tout ça et on va voir qu'est-ce qui a été bien dans cette stack. Donc le front, moi à cette époque-là, j'ai mis les mains dans React et Redux, c'est une techno que j'aimais bien. Donc on est parti là-dessus. Alors un petit rappel du coup, ça fera pas de mal puisque peu de gens en font. Comment fonctionne React globalement? En fait, React déjà, peut-être contrairement à ce que vous pourrez croire ou entendre, React n'est pas un framework, c'est une librairie de rendu seulement, ça s'occupe que de ça. C'est pas quelque chose qui va vous permettre de faire des appels Ajax ou non, c'est vraiment quelque chose pour rendre du DOM. Okay, et comment ça fonctionne? En fait, React est pensé pour du one-way. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez passer un état global à votre librairie, et lui, il va propager cet état à travers un arbre de composants, qui est représenté par toutes les petites bulles là, et chaque composant va prendre la partie de l'état qui l'intéresse, se rendre et passer le fragment de l'état à ses composants fils pour qu'ils se rendent aussi. Donc on a une arborescence simplement de composants. Et l'idée, c'est que, alors c'est présent sur ce schéma, mais c'est qu'on va globalement relativement éviter de remonter des actions en fait. C'est-à-dire que chaque composant, s'il a une modification de l'état, il va effectuer une modification de l'état et tout l'état va être repassé à la boucle et va se rendre. Alors, ça paraît un peu bourrin comme approche et ça n'a lieu d'être que pour une très bonne raison. C'est que Facebook se sont réellement focalisés sur comment faire pour que le DOM soit très peu sollicité dans ce paradigme et pour faire en sorte en fait qu'on touche peu au DOM parce qu'en réalité dans le rendu JavaScript c'est ça qui est coûteux. C'est pas de faire des opérations JavaScript avec des objets JavaScript. Ce qui est vraiment coûteux c'est d'écrire sur le DOM. Voilà donc un peu plus détaillé. Alors pour ça, vous avez peut-être déjà entendu parler, React, Facebook on fait ce qu'ils appellent le Virtual DOM. Donc qu'est-ce que c'est le Virtual DOM? En fait c'est une espèce de DOM qui existe en mémoire JavaScript, qui n'est pas du vrai DOM, qui est quelque chose de composé d'objets qui sont propres à React, qui est une espèce de soupe interne. Et en fait il va faire des comparaisons sur ce DOM virtuel pour voir s'il a besoin de réellement toucher au vrai DOM. Donc si jamais il voit, parce que dans les moteurs de rendu standard, on peut trouver, je ne sais pas, Moustache ou peu importe, ce genre de moteur de rendu, eux, ils ne se posent pas la question. Si vous leur dites re-rend, il écrase le DOM, il le réécrit. Voilà, quoi, Donc dans React, en fait, justement, l'idée c'est que la librairie en fait, va aller s'interroger, va aller s'intéresser au nœud DOM 1 à 1 pour voir s'il y a vraiment nécessité de les re-rendre. Et ces interrogations, elles sont faites dans ce qui s'appelle du coup le Virtual DOM. Du coup, c'est comme ça en fait que React va descendre en fait l'arbre et va remarquer que selon certaines propriétés qu'il a passées à un composant, c'est pas la peine de le re-rendre et donc toute la sous-partie de l'arbre des composants, on va pas y toucher, le DOM va rester tel qu'il est. Vous avez peut-être entendu
parler, ben non, puisqu'il n'y a personne qui fait du React ici. Donc en fait, il y a une méthode dans React en fait, qui s'appelle Should Component Update, qui est une méthode qu'on peut implémenter si on veut affiner la manière dont un composant va se re-rendre ou pas en fonction des propriétés qu'on lui a passées. Et en fait, c'est un paradigme qui fonctionne très très bien dans un monde d'objets immutables. Pourquoi? Parce que si vous repassez, si vous passez un objet, vous repassez dans votre boucle de rendu, et que vous repassez un objet au composant, si vous êtes dans un monde qui est immutable, c'est très simple pour le composant de savoir s'il faut se rendre ou pas. Il regarde simplement si cette propriété, c'est une égalité de référence. Si c'est le même objet, la même instance d'objet, dans ce cas, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, quoi. Si on n'est pas dans un monde immutable, potentiellement l'objet, il a été muté du coup, et là ça devient vraiment très complexe parce que c'est-à-dire qu'il va falloir aller vérifier quelle partie de l'objet a été mutée, et il va falloir faire du type equal, quoi, donc itérer sur toute la structure de l'objet pour voir est-ce que quelque chose a bougé ou pas. Donc ça c'est quelque chose qui est assez important avec Swing parce que justement, on va voir que c'est des choses qui se marient assez bien avec event sourcing et ce genre de choses. Alors, je vais vous parler maintenant vite fait de Redux. Alors, tout à l'heure, je vous disais donc le paradigme de React, en fait, c'était de passer un état à un arbre de composants et que cet état allait se propager à travers l'arbre de composants et se rendre. Donc ça, c'est bien, sauf que ça, qu'est-ce qui se passe quand on code beaucoup avec React? Eh ben, souvent, les développeurs, ils sont tentés pour des raisons de performance, pour des raisons par flemme, par plein de choses. Ils vont être tentés en fait de faire ça, de faire remonter ces petites flèches là un peu partout avec des composants qui parlent à d'autres composants sans vraiment respecter le one-way binding. Ça peut être pour des histoires de performance parfois. Mais ça, c'est pas bien du tout en fait. C'est ce qui va faire en fait que vous allez vous éloigner du paradigme initial et résultat, vous allez vous retrouver un peu avec un plat de spaghetti. Ça va être un peu horrible, chaque fois que vous êtes dans un composant, en fait, il y a des callbacks qui ont été passés en paramètres qui permettent de manipuler un composant parent, mais vous ne savez pas du tout ce que c'est. Enfin, c'est vraiment quelque chose à éviter. Et donc en fait, Redux, qui est une toute petite librairie, elle a choisi en fait, de résoudre ce problème en disant que la donnée au sein de notre application, ça va être notre store. Et ça va être quelque chose d'un peu universel, global, voilà, parce que le store, il existe à un endroit. Et il va vous permettre en fait de court-circuiter le système de rendu initial de React pour connecter des composants à l'intérieur de votre arbre directement sur ce store. Voilà. Ce qui va du coup éviter cette espèce de méli-mélo de relations entre composants qu'on surtout on veut éviter, quoi. Ah oui. Alors, donc ça c'est comment fonctionne Redux. Donc je vous ai parlé de ce store là que je représentais. Voilà un peu plus en détail comment il fonctionne. Qu'est-ce qui se passe en fait? Vous avez un état de base. Donc comment on fait pour le bouton rouge? Donc là vous avez votre état. Donc il faut bien commencer quelque part. Donc, votre état permet le rendu de quelque chose en fait, d'une action. Ça c'est l'action. On va dire c'est l'interface. L'interface utilisateur. Et donc, l'utilisateur, il va cliquer sur un bouton. Et le fait de cliquer sur un bouton va générer un événement. Et si cet événement est validé, c'est-à-dire qu'on dit, bah oui, c'est bon, je sais pas, t'as ajouté une carotte, t'as le droit. Du coup, ça va générer une action qui va arriver dans le dispatcher. Et là, vous avez ce qui s'appelle dans le monde de Redux des reducers, qui sont des fonctions qui prennent l'état courant, le nouvel événement, ou la nouvelle action, on dit des actions dans Redux, et qui redonne un état. Alors, si vous écoutez bien depuis le début, ça commence peut-être à vous rappeler quelque chose. Voilà, on retrouve la signature de la fonction qu'on a un peu déjà vue. Tout à l'heure, ça s'appelait pas action, ça s'appelait événement. Mais bon, au final, c'est un peu pareil. Et qui sont des fonctions pures hein, aussi. Voilà. D'ailleurs, avec tout le, on va dire tous les avantages que ça représente, c'est-à-dire que les fonctions pures, ça vous permet
vraiment de vous focaliser, d'isoler votre métier, de pouvoir tester ça de manière unitaire très simplement. Enfin, c'est voilà, tout ce qui représente le fait de travailler avec des fonctions pures, quoi. Voilà, donc on avait tout ça, puis on commençait à s'apercevoir qu'il y avait des similitudes entre notre back, notre front, qu'il se passait des trucs un petit peu pareils finalement. Et donc on s'est dit, bon, comment on pourrait un peu brancher tout ça de manière un peu plus cohérente. Alors, ça, c'est la toute première interprétation. Non, pardon, autant pour moi. Donc ça, c'est ce qu'on aurait pu faire en fait sans fonctionner avec CQRS, event sourcing, etc. Donc voilà, c'est juste un petit schéma pour vous donner une petite idée. On va le faire évoluer et puis on va évoluer à notre sauce. Donc je pense que là vous comprenez à peu près tout. Donc là, toute cette partie là, c'est le browser. Tout ça, c'est le back-end. Et donc là, bon, on a imaginé donc une simple interface crue d'une API, voilà, create, read, update, delete, avec une database derrière. Et puis donc du coup, en fait, quand vous faites des actions en Redux, ça génère un call HTTP. Ça fait des choses sur la base, puis ça vous renvoie un JSON. Ce JSON, vous l'envoyez à votre state, ça remet le state de Redux à jour, et vos composants se mettent automatiquement à jour, et Redux est mis à jour. Voilà. Donc ça c'est clair. Alors, donc nous, on avait du CQRS, de l'event sourcing, et donc ce qu'on a bien dit, c'est qu'on séparait la partie commande de la partie query. Donc ça veut dire que d'un côté, on fait des actions, on ajoute des choses, et puis de l'autre, on va voir les états, on va les regarder. C'est deux choses très séparées. Donc, si je reprends un peu, donc là tout ça, ça n'a pas bougé, hein. Ici c'est pareil. Hein. C'est juste que là, du coup, d'un côté, on va envoyer une commande, donc par exemple, on va prendre l'ajout des carottes, donc je vais dire, je vais ajouter une carotte dans mon panier, ok. Donc, là, est-ce que j'ai le droit d'ajouter une carotte? Oui, non, oui, bah oui, tu as le droit, ton panier est vide, c'est bon. Donc, je vais stocker l'événement carotte ajoutée. Okay. Et ici, je vais mettre à jour la vue de mon panier, par exemple. Okay. Donc, je vais dire que désormais, le panier contient une carotte. Okay. Donc ça, je le mets dans une base. Et puis, du coup, mon browser, il va pouvoir appeler d'un deuxième côté et regarder le nouvel état du panier. Donc voilà concrètement comment on implémente CQRS. Une fois qu'il aura regardé le nouvel état du panier, il va mettre à jour le state, etc., les composants transparents, tout ça. Alors, ça c'est bien, mais s'il y a des gens un peu attentifs, vous dites peut-être que là déjà, en fait nous on a eu un petit problème. On a eu même un gros problème en fait. Pourquoi? Parce que là, je dis que j'ajoute une carotte, donc c'est très bien. Je valide la commande. Et puis là, une fois que la commande est validée, je l'envoie ici, ça va prendre un certain temps, ça va aller se stocker, c'est du traitement. Mais ici, je dis, ok, c'est bon, j'ai validé, c'est important, quoi. Il faut répondre au client et puis il faut lui dire, ok, ta commande a été validée, c'est bon, ta commande a été validée. Mais je ne lui retourne pas l'état du panier à cet instant-là. Je lui dis juste, ta commande a été validée. Donc, lui, une fois qu'il sait que la commande est validée, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'état du panier maintenant. C'est ok, super, j'ai pu ajouter une carotte, mais il y a quoi dans mon panier? Et donc il va aller faire un call HTTP là pour avoir le nouvel état du panier. Mais rien ne nous garantit qu'au moment où je fais ce call HTTP, ici ça aurait été assez vite. Et puis ça nous est arrivé. Et on s'est pris en pleine tête. Voilà. Et du coup, on a envoyé les actions, on allait faire des calls HTTP sur la base, sauf qu'elle n'avait pas fini de traiter. Et du coup, on ne voyait pas le résultat des actions. Alors là, on a eu l'air un peu de bon. Voilà. C'est dit, comment on fait, merde. Alors, la première fois que ça arrive, vous voulez faire vite, et puis vous dites, c'est pas grave, je vais mettre un set timeout là, et voilà quoi. Je le dis à personne, et puis c'est bon quoi. Donc, l'application a grossi, et puis un jour 500 millisecondes ça suffisait, et puis après il faut une seconde et demie, et puis on ne sait plus quoi. Puis on va mettre des set timeout de 10 secondes à chaque fois qu'on fait une requête. Quoi. Donc, juste, je fais un petit laïus sur la partie théorique. Parce que là, je vous ai dit, on est obligé, on est obligé. En event sourcing, on a notre base événementielle, effectivement, on a nos projections qui sont deux bases différentes. Donc là, on va avoir des problèmes de réplication. Donc on est dans un modèle distribué, et le modèle ne peut plus être tel qu'on le connaît en acide. C'est un modèle qui est plutôt... Enfin, ça, c'est une problématique qu'on appelle...
c'est un modèle de consistance, c'est même pas une problématique, c'est un modèle de consistance pour le système distribué qui s'appelle la consistance éventuelle, eventual consistency, et qui consiste comment dire, à avoir une consistance qui va avoir lieu, mais pas de manière atomique. D'accord ? Et donc là, cette base événementielle qui est mise à jour, qui est notre master data, ça, ce sont des projections. Donc finalement, ces projections, on peut les casser et recalculer les projections à partir de notre base événementielle. Notez bien, il y a un S, hein, souvent on l'a plein en fait. Hein. Parce que, par exemple, si je parlais d'un panier, imaginez quelqu'un achète des carottes dans un magasin, il peut y avoir plusieurs projections. Il peut y avoir la projection du panier pour la personne qui achète, et il peut aussi y avoir la projection du stock pour le vendeur. Voilà. Et ces deux projections, elles découlent du simple événement, une carotte a été achetée. Et donc voilà, donc là on est dans une problématique de ce qu'on appelle de consistance éventuelle. Simplement pour celui-ci. Donc voilà, donc là on a eu un gros problème. Et puis on s'est dit, ok, donc on a commencé à faire ce que font tous les développeurs quand ils ont des problèmes et qu'ils ne savent pas quoi faire. On est allé sur Google et on a dit, aide-nous Google. Et puis les gens ils sont super cool, ils ont dit, ah mais super les gars, mais attendez, pas de problème, il suffit de mettre des WebSockets. Ok, du coup c'est ce qu'on a fait. Bon alors, pour le coup, nous on travaille déjà beaucoup avec les WebSockets parce que le reste de l'appli, c'est une appli qui sert à remonter des données des réseaux sociaux en temps réel, donc c'est hyper important pour nos clients, on est vraiment réactifs à la seconde, donc c'est une techno sur laquelle on était déjà. Cependant, j'anticipe les questions parce que je sais que les précédentes fois où j'ai donné le talk, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah ouais, mais bon, les WebSockets c'est stable et tout ». Oui, c'est stable, vous pouvez l'utiliser, il y a plein de wrappers, de librairies, il y a plein de serveurs, il y a plein de... On peut y aller, hein, c'est bon, on est en 2017, ça fonctionne. Ça passe même des profits. Ouais. Non, et puis au pire, justement, vous allez trouver tout plein de libres qui vont vous rappeler des trucs et qui vont utiliser, je sais pas, des trucs du flash en fallback, genre j'en sais rien, mais ouais, ça fait peur, mais en tout cas, ça fonctionne quoi, vraiment. Et, donc n'ayez pas peur, hein, c'est pas aujourd'hui, on peut y aller, on peut utiliser ça. Donc voilà, on a résolu notre problème. Non, c'est pas moi. On a résolu notre problème, en fait, simplement en se disant, une fois que la projection aura été mise à jour, plutôt que lui, il refasse un call HTTP pour repasser un nouvel événement au state, c'est directement le serveur qui va pusher le fait que l'événement a été validé et qu'il y a eu un nouvel état. Qui va pousser directement l'état. Il va dire, ah, j'ai eu un nouvel événement, mon état a changé, tiens, je te redonne le nouvel état. Hop, ok, on passe dans le Redux de Redux, on rend les composants. Et hop, on a une jolie boucle, comme ça. Donc ça a fonctionné bien. Et ça, on a failli l'implémenter. Il y a peut-être un truc à faire. Parce que là, quand même, ce qui se passe, c'est que ici, vous faites une petite action, et puis là, vous rebalancez tout votre état. Bon, sur les applications, les états, ça peut commencer à être gros. Si le mec il s'amuse à cliquer comme ça, plein de fois sur plein de boutons partout, à chaque fois, on lui rebalance tout l'état. C'est un peu... voilà. Et puis, il y avait toujours cette histoire de fonctions là, qu'on retrouvait un peu partout, là, côté back, côté front. Et ouais. Et là, en fait, on s'est dit, mais attends, là, ici, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on passe un événement, on prend le state avant existant et je régénère un nouveau state. Okay, on prend le state, une action, et on régénère un nouveau state. En fait, si on branche la WebSocket de l'événement directement sur notre store de Redux, et on fait la même chose. Des deux côtés, on fait ça. On prend l'état, on prend un événement, et on régénère un nouvel état. Donc, d'un côté, on stocke dans une base de données, et de l'autre, on stocke en mémoire dans notre browser. C'est pas mal ça, parce qu'en fait, nous, on travaille en Node, donc du coup, si on a les mêmes fonctionnalités métier côté client et côté serveur, que c'est des fonctions pures, en fait, on peut utiliser le même code. Et ça, c'est vachement bien. Donc du coup, ça veut dire que votre code, vous l'écrivez une fois, vous le testez une fois, et puis vous l'utilisez côté client, côté serveur. Et là, par contre, du coup, ça devient finalement super performant. Parce que la seule chose que vous remontez via cette WebSocket, c'est juste un petit événement. C'est pas tout l'état, quoi. Et l'événement, il est maintenu à jour, ici et ici. Tu veux rajouter... Non. Ok. C'est très bien. Ok.
Voilà, c'est ça qu'on a conclu, et du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a carrément mis le code... alors nous, en fait, on a fonctionné dans l'autre sens. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on a mis notre code Redux, on a pris notre store Redux là, et on l'a directement foutu sur le serveur. Voilà, et finalement, c'est la même chose qui se passe sur le serveur et sur le client. Alors vous allez demander pourquoi en fait on stocke sur le serveur, parce que finalement on le recalcule côté client. C'est simplement parce que le client, une fois quand il se connecte, la première fois où il se connecte, il y a tout un tas d'événements qui ont déjà eu lieu. Alors plutôt que de lui balancer le flot d'événements, on lui balance directement un état initial, et finalement ces projections-là, c'est son état initial. Il manque effectivement une petite flèche, c'est-à-dire que quand le mec se connecte, arrive sur son interface, bah forcément lui il faut qu'il soit feed par quelque chose. Donc il va faire une petite requête là-dessus pour se mettre dans l'état initial au moment où le mec arrive sur l'application. Et d'ailleurs, en fait, c'est la façon dont on l'a implémenté, c'est au moment où en fait, le client se connecte, il y a le WebSocket qui est établi, et première trame en fait, qui est envoyée par le WebSocket, c'est le nouvel état. C'est l'état, donc c'est l'état existant. Donc dès qu'il se connecte, il récupère l'état de l'application, et au fur et à mesure du temps, eh ben, il maintient cet état côté client, comme il est maintenu côté serveur, de la même manière. Voilà. Du coup, c'est plus très CQRS, ça. Ah bon? Pourquoi? Parce que du coup, quand tu fais ta requête pour faire une action, ça retourne directement à la vue, alors que normalement tu devrais faire une autre requête pour avoir la vue. Non, justement. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu fais une action, ta commande est validée, donc tu récupères ton événement qui a été validé, et à partir de là, tu régénères ta vue, quoi. Mais alors, oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement, parce que la façon dont est lancé CQRS, effectivement, on a une partie service et une partie, on a deux services qui est séparé en deux, avec les commandes et les queries, et que les queries restent un appel. Alors, effectivement, cela dit, CQRS, c'est pas une fin en soi. Pour nous, c'était un bon pattern de départ pour en fait, on a enlevé la partie query, du coup, on fait du CRS. Merci. Et du coup, la partie query est complètement transformée. Mais du coup, on tombe sur un autre modèle, qui est un modèle qui est, à notre sens, d'ailleurs, je ne sais pas si ça se voit là, à part s'il y a une petite erreur en fait sur une flèche, mais finalement, les flèches ne vont être que dans un sens. Donc on a un truc qui est complètement réactif, de bout en bout. C'est-à-dire l'utilisateur clique sur un bouton pour générer une commande. Tout ça circule dans un pipeline qui va jusqu'à l'API, qui prend une décision dans le domaine, qui émet un événement, cet événement remonte et hop, met à jour la vue. C'est un truc intéressant. Alors après, effectivement, c'est aussi possible parce que on est en node côté serveur. Oui, alors. D'ailleurs, faites du node à ce moment-là. Oui, il y a une autre question. Et pourquoi on ne peut pas mettre une partie de validation de la commande pour les clients? Alors ça, typiquement, c'est des évolutions sur lesquelles on a même pensé. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on n'a pas la certitude d'avoir l'état tel qu'il est. Imaginons en fait qu'il y ait, par exemple, plusieurs clients. C'est-à-dire, je sais pas, moi, sur le back-end, je peux être connecté avec deux ordinateurs différents en même temps. Et en fait, il va y avoir un des clients qui va effectuer des opérations pendant que l'autre n'en effectue pas. Alors, théoriquement, les actions vont finir par arriver puisqu'on est via des WebSockets, etc. Mais il ne faudrait pas que le mec, en fait, lance une action, que l'état actuel qu'il a en mémoire, qui n'a pas encore été recalculé, soit pas bon et que du coup... Donc, il faut quand même toujours une validation centrale du serveur, en fait, pour être sûr que l'état est bien valide. Par contre, il y a un truc qui est très très intéressant, qu'on a commencé à puiser nous, c'est le fait de pouvoir se dire, est-ce qu'effectivement on ne peut pas travailler offline dans certains cas, mettre en queue tous les événements, faire comme si on travaillait juste avec notre store local, donc valider les actions, effectivement, comme tu le dis, hors ligne, enfin côté client uniquement, et au moment où on repasse en ligne, on balance la queue d'événements qui n'a jamais été passée au serveur, lui il refait le traitement, et normalement on doit retomber sur le même état, ou pas.
du coup, si on ne retourne pas sur le même état, bon, il faut gérer des erreurs. Là, j'avoue qu'on n'a pas encore bossé. Ça, c'est les problèmes qu'on va rencontrer en offline, en mode déconnecté. Oui, voilà, c'est des problèmes qui sont inhérents à l'offline, de toute façon. Mais effectivement, on pourrait tout à fait appliquer ce modèle-là quasiment côté client et balancer uniquement les événements, et en fait avoir côté serveur que la flèche là tout en haut qui balance les événements dans une base événementielle. Le problème aussi qu'on avait, que je rajoute aussi par rapport à ce qu'a dit Franck, c'est que ça c'est notre corps domaine, ce qu'on a là-haut. Ce qui a marqué validation commande, c'est notre corps domaine, c'est-à-dire notre cœur métier. C'est pas quelque chose qu'on voulait exposer dans du code lisible, même s'il est offusqué, côté client. Peut-être qu'on ouais. C'est les avantages, je te laisse. Ouais. Du coup, les avantages, on en a déjà exposé quelques-uns. Le fait qu'effectivement, on a mutualisé du code côté client et côté serveur. Quand on dit mutualiser, effectivement, c'est la même lib, comme on dit. C'est-à-dire que côté serveur, on a juste créé le pipeline pour, à partir de la sortie de l'événement qui vient dans un bus d'événements, en fait, ou une queue quelconque, je ne sais plus, je crois que c'est une queue derrière. On s'abonne à la queue, et puis après, on a juste un peu de code de plomberie pour calculer notre état et balancer dans WebSocket. Mais après, la librairie de réduction, enfin la librairie de reducer, pardon, elle était mise à jour pour le client et elle était automatiquement disponible côté serveur. Donc ça, c'était le côté intéressant, c'est-à-dire que hop, tu as juste un reducer à rajouter, c'est que ça marche côté client, côté serveur, tu n'as plus besoin de t'en soucier. C'est aussi, comme je l'expliquais, vous avez vu dans le schéma d'avant, c'est réactif de bout en bout. Alors c'est pas une fin en soi, c'est juste une observation, mais du coup, en termes c'est plus facile maintenant, avec ce qu'on a fait là, de raisonner par rapport à ce qui se passe, parce que c'est qu'un pipeline en fait. On met juste les éléments dans le pipeline pour que les commandes soient bien validées, pour que les états, les projections soient bien calculées, et après le reste ça marche. Et puis, comme l'a exposé Franck, effectivement, quand vous avez deux clients qui ont établi des WebSockets, il suffit qu'il y en ait un qui fasse une action, l'événement remonte dans les deux WebSockets. Donc les deux voient la mise à jour. Alors ça peut poser des problèmes ou pas, ça c'est vous qui voyez si vous voulez aller vers ce type d'archi. Mais en tout cas, c'est une opportunité qui se présente avec ce type d'archi. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. On vous remercie. Si vous avez peut-être des questions, si vous avez des questions. Oui. Il ne peut pas avoir de problème de synchronisation entre l'écriture de l'événement et l'état du client? Non. Théoriquement, en fait, non. Ça va pas arriver parce que vraiment, on est vraiment dans un cycle one way, quoi. Et a priori, la seule chose qui pourrait se passer, c'est que l'interface permette de lancer une action qui n'est pas réellement possible parce qu'on n'a pas encore reçu l'événement qui fait que l'état a été modifié, que cette action n'est plus possible. Mais dans le pire des cas, si ça arrive, ça va juste faire que la personne va lancer une action qui sera rejetée par le serveur de toute façon. Donc c'est vraiment la seule chose, le seul petit effet de bord qu'on peut avoir, et il est, on va dire, complètement géré en fait. Quoi. Tu peux perdre aussi ton WebSocket. Il peut tomber pour des raisons X ou Y. Ouais, après ça c'est des emblèmes techniques parce que je veux dire tu peux avoir une queue. Oui, voilà, c'est ça. Après il y a des queues. Donc nous ce qu'on a fait en fait côté là-haut, en fait ce qu'on fait réellement, on assure une forme de consistance parce que l'événement est stocké avant même qu'on puisse, avant qu'il soit diffusé dans le bus ou dans les queues. Donc notre master data, c'est vraiment notre master data. C'est-à-dire que la première chose avec l'événement, c'est qu'il faut qu'il soit persisté. Parce qu'après tout le reste se recalcule en fait. Ouais, et j'aimerais revenir sur le tout début et poser une question sur votre retour du design des événements par rapport à la source contrôle comme guide, on va exploiter juste des diffs. On pourrait interpréter une multitude d'événements. Là, par exemple, donner l'exemple de la carotte, vous dites deux événements, par exemple. Une carotte ajoutée, une carotte enlevée. On pourrait créer un seul événement, carotte modifiée, c'est positif ou négatif. Et encore un autre événement, recette modifiée, avec un paramètre carotte. Alors, vous avez comment vous designez, quelle est votre expérience sur ce genre de choses? Tu veux que je réponde? Oui. Ouais, alors je t'avoue que là, c'est quelque chose qui nous est beaucoup guidé par le domaine driven design. Et typiquement, on a besoin d'informations
on garde cette information carotte ajoutée, carotte retirée. On ne veut pas d'une base événementielle qui nous donne des informations qui sont en fait de l'ordre du crude, si tu veux. Non, mais ceci dit, il a raison. Mais après, on pourrait tout à fait avoir un événement un peu comment dire, unique, et en disant, par exemple, dans notre nombre, on mettait plus 1, moins 1. Ouais, c'est du diff, je comprends. Mais effectivement, en fait, Git, c'est event sourcé d'une certaine façon avec un seul événement presque, qui est l'événement unique, et avec voilà, c'est ça. Mais là, on a besoin de garder la sémantique. Et la sémantique est intéressante parce que quand tu vas exploiter tes événements, selon si c'est carotte ajoutée ou carotte retirée, tu vas peut-être réagir différemment. Tu vas alimenter des projections différentes. Et donc, ce détail-là, il est important. Et tu vas le faire émerger quand tu vas travailler sur le langage omniscient. C'est-à-dire, quand tu as une approche DDD, la première chose, c'est la phase stratégique de DDD, qui consiste à faire émerger ce langage omniscient. Et d'ailleurs, il y a une pratique pour faire émerger ce langage qui est extrêmement intéressante, je vous conseille de jeter un œil, qui s'appelle l'event storming. Event sourcing, c'est une base de données. Event storming, qui consiste à explorer le domaine à travers les événements, c'est quelque chose qu'on a fait, qui est quelque chose qui permet de collaborer de manière extrêmement efficace entre les experts du domaine et l'équipe qui va réaliser. Et la première chose qu'on fait quand on fait un event storming, c'est qu'on s'intéresse au domaine à travers les événements qui existent dans le domaine. Donc j'ai ajouté une carotte, enfin carotte ajoutée, carotte retirée, etc. Et nous, ce qu'on a stocké, c'est ce qui a émergé de notre event storming. Tu veux ajouter un truc ? Ouais, en fait, cette phase de conception, ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que généralement elle est faite, mais pas qu'avec les développeurs en fait. C'est-à-dire que tu vas vraiment réunir ton équipe et faire demander au patron ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il aimerait que fasse son application, etc. C'est une phase qui n'est pas du tout technique en fait, c'est vraiment une phase métier, d'exploration. Il y a aussi à côté, du coup, ça ne scale pas aussi. C'est-à-dire, tu ne peux pas facilement rajouter des nouveaux ingrédients pour coder des nouveaux événements. Si, tu peux rajouter des nouveaux événements. Ce qui va vraiment poser problème, c'est le jour où tu t'es aperçu que tu as mal designé un événement. Ça peut poser des problèmes. Maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent les applications vont continuer à vivre avec des événements et des nouvelles versions d'événements. Voilà, bon, ça c'est des problématiques DDD qui existent, qui sont connues. DDD c'est pas parfait, event sourcing et CQRS, c'est pas parfait, hein, il y a quelques petits... Enfin, je veux dire, c'est pas magique, ça solutionne pas tous les problèmes du monde non plus. Mais effectivement, tu mets le doigt sur un point qui est réel, c'est que quand tu as mal pensé un événement, comme quand tu as mal pensé une table SQL, plus tard, ça fait... Voilà. Il y avait une autre question, ouais. Et du coup, par rapport, Vas-y. par rapport au changement d'événements, qui sont un peu équivalents au changement de modèle de base de données, est-ce que c'est des choses qui ont tendance à arriver plus souvent que dans une approche classique? Et quand ça arrive, est-ce que c'est plus dur à gérer, moins dur à gérer? Alors, ouais, ça arrive aussi souvent. Je dirais pas plus, pas moins. Nous, ça nous est arrivé. On a fait les erreurs du monde, hein, mais c'est normal, c'est bien. Je savais pertinemment que... Tiens, bon. Non, c'est lui qui a envoyé? Ouais, c'est lui qui a envoyé, ok. Tu veux taper mon mot de passe? Ah non, ouais, c'est pas le mien. Ça, j'ai oublié. Ouais. Non, mais attends. Où est-ce que j'en étais? Donc du coup, c'est pas ni plus ni moins souvent, c'est simplement que tu vas faire des erreurs. Nous, on a fait des erreurs dans des événements. Et une chose qu'on a faite qui, en fait, faut pas faire en event sourcing, c'est qu'on est allé modifier des événements directement dans notre base event sourcing. On l'a fait. Parce qu'on s'est dit, on sait que c'est pas bien, mais on sait pas pourquoi. Donc on va le faire, et comme ça après on saura pourquoi. Voilà. Effectivement, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, mais effectivement, donc tu vas avoir... c'est une problématique qui est assez complexe et qui demande un peu d'expérience. Et effectivement, la première fois que tu fais l'event sourcing, c'est le genre de problème dans lequel tu tombes, tu mets les pieds, tu sautes à pieds joints dedans, tout simplement pour une raison, enfin c'est pour une raison simple. C'est simple, quand tu as changé de paradigme, qu'est-ce que tu fais? Je mets ce qu'on a fait, j'en profite pendant qu'on pose les questions. Je montre notre appli de... Voilà, je vous mets au passage, voilà, ça marche pas, il n'y a pas internet. C'est cool, hein. Voilà, merci. Je peux hop, tu peux faire là. Et du coup... pardon. Il a perdu.
Du coup, voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il faut comprendre que tu es dans un autre paradigme et qu'à partir de ce moment-là, les solutions ne sont pas du tout dans ce que tu connais. Et d'expérience, donc effectivement, tu ne modifies pas un événement, tu ne modifies pas un événement existant, tu peux rajouter, tu peux créer des événements qui sont là juste pour faire le passage de l'un à l'autre. D'accord? C'est-à-dire que tu as une version de ton événement qui faisait des choses, et tu as une nouvelle version de ton événement. Ben, les vieux événements, ils restent toujours là. Et il y a une technique qui consiste à générer un événement de diff pour juste modifier, enfin pour venir patcher, si tu veux, l'événement. C'est-à-dire que tu as ton événement 0, tu vas rajouter un événement intermédiaire qui va venir juste patcher l'événement 0. En fait, c'est vraiment, donc c'est-à-dire qu'effectivement, comme il dit, on va rajouter des nouveaux types d'événements qui viennent remplacer des vieux événements et on va continuer à gérer les deux types d'événements. Donc c'est un peu pénible. Par contre, en fait, moi j'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué qu'ils travaillaient avec ça et qui m'ont sorti des cas très concrets d'utilité extrêmement importante de ce genre de pattern. Par exemple, en fait, la personne à laquelle je pense travaille dans le monde des assurances. Et quand on souscrit à une offre d'assurance, on y souscrit pour des années. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, un jour, l'offre, elle peut disparaître. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas toujours des abonnés en fait, à cette offre. Ça peut être le cas pour un forfait téléphonique, etc. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que lui, dans son application, dans l'application sur laquelle il travaillait, il y avait des événements qui existaient à un temps T, souscrire à tel type de contrat d'assurance, mais qui n'existaient plus. Mais on continuait de les traiter. C'était important parce qu'en fait, les gens, ils étaient toujours là. Aujourd'hui, il y avait un nouveau type d'événement parce qu'il y avait un nouveau type de contrat d'assurance. Voilà. Et ça, ce genre de problématiques aussi, parfois, elles sont assez déroutantes. Ouais, embêtantes à gérer avec des systèmes classiques. En event sourcing, on est super content en fait dans ces moments-là. Voilà. Dernière question, je pense après on est hors horaire, mais. Ouais. Je voulais juste vérifier une chose. Actuellement, du coup, toutes les méthodes HTTP dans la PRS qui modifient l'état, genre POST par exemple, elles ne peuvent rien retourner par contre. Exact. Ouais. Elles ne doivent rien retourner même. Ouais. Ça peut être chiant quand tu as plusieurs clients qui ne vont pas forcément savoir quand la projection est terminée. D'où l'intérêt des WebSockets. Ouais. Voilà. Et par contre, ce qu'on s'autorise généralement à retourner, c'est les codes d'erreur. C'est le code d'erreur, voilà, ça c'est géré ça. Voilà, le code d'erreur, tu fais ton post, tu attends 200, et de l'autre côté, tu gères ton WebSocket. Après, nous, pour alimenter le WebSocket, il y a des queues, donc si ça tombe, la queue est rejouée. Enfin, du coup, tu as des moyens de pouvoir assurer quand même que au final, l'événement arrive sur le client. Et au pire, tu fais, tu sais, comme en Trello, là, quand il dit reload page, là. Et puis, tu peux. Tu fais un set timeout, etc. Ouais. Voilà. Bah écoutez, merci à tout le monde.